Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Julien Gourlet, CEO d'Ilium. Salut Julien, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Salut Maxime, enchanté. Tu es fondateur et CEO d'Ilium. Tu es déjà dans la crypto depuis quelques années. Tu as pu apparaître dans plusieurs médias, notamment Sud Radio ou encore BFM Crypto. Et avant qu'on commence, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui nous écoutent? Alors, je suis Julien Gourlet, donc comme tu l'as dit, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Ilium, qui opère la plateforme Cruxpool, qui est ce qu'on appelle dans le domaine des cryptos une pool de minage de crypto-monnaies. Alors, je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard sur ce que c'est exactement. J'ai principalement un parcours d'entrepreneur. J'ai monté quelques sociétés et j'ai monté Ilium en 2017. Donc, ça fait un moment que je suis dans le circuit. Et effectivement, j'ai une grande passion pour le domaine de la crypto, ce qui m'a amené à monter Helium assez tôt dans l'histoire des cryptos finalement. Et avant la crypto, c'était quoi ton parcours? Alors globalement, j'ai monté une boîte très rapidement quand j'avais, 22-23 ans. Je faisais des maquettes virtuelles en 3 dimensions pour l'architecture et l'urbanisme. Je suis passé par la finance en étant gestionnaire de portefeuille pendant un moment. J'ai fait des études assez classiques et j'ai terminé par un master à l'ESSEC et à Centrale. Et puis voilà. Ok. Et pourquoi tu t'es intéressé à la crypto? Alors ça, c'est une vaste question. Je me suis intéressé à la crypto pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est nouveau, c'est de la technologie, c'est à la croisée de la technologie et de la finance, donc 2 sujets qui m'intéressent beaucoup et je pense qu'il y a une raison plus fondamentale qui est le côté un peu anti-système du domaine crypto. Je suis un grand lecteur de science-fiction, de récits cyberpunk et du coup, je pense que, dans cette trajectoire-là, ce qui m'a beaucoup attiré, c'est la construction d'un système financier complet qui échappe, au système qu'on connaît aujourd'hui, avec une conviction forte que globalement, les monnaies d'aujourd'hui, l'euro, le dollar, servent avant tout les États et pas les gens qui l'utilisent et qu'en fait, des projets comme Bitcoin et Ethereum, bah, c'est des projets qui sont focalisés sur l'utilisation qu'on peut en faire. Donc les users, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Qu'est-ce qu'on peut construire? Donc c'est loin d'être parfait, hein, bien entendu, il y a toujours des choses à améliorer, mais je trouve que l'idée, la philosophie derrière m'a beaucoup attiré. Et est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as découvert Bitcoin et les crypto-monnaies? Alors exactement non, mais c'était avant la sortie d'Ethereum en juillet 2015, parce que j'ai commencé à miner de l'Ethereum dès août 2015 et déjà 1 an ou 2 ans avant, j'en avais entendu parler. C'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, et j'avais déjà regardé le minage de Bitcoin à l'époque qui avait, effectué un switch en 2012 entre le GPU et les ASIC qui ont commencé à se construire et tout cet écosystème qui s'est construit en Chine, principalement à Shenzhen et qui était très underground et assez passionnant quand même. Et pourquoi tu as décidé de fonder une entreprise dans l'écosystème? Ah, pour des raisons assez basiques, en fait, j'ai commencé à miner de l'Ethereum, en 2015, donc voilà, j'avais, quelques rigs à la maison. Puis, en 2017, je me souviens, au début de l'année, en fait, l'Ethereum valait, 6-7 et au mois de juin, il a été propulsé à 400. Donc ce qui était, une petite activité marrante à faire chez soi qui ramenait, 3 francs 6 sous est devenu un truc qui commençait à ramener, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'euros et là, je me suis dit: «Bon, bah, il y a un truc à faire, on va monter une boîte» et c'est comme ça, en fait, que j'ai voulu créer Helium. Ok. Et qu'est-ce que Helium? Alors Helium, alors tu veux dire la société en tant que telle ou d'où vient le nom? La société en tant que telle. Alors, c'est une société qui a été créée en 2017, initialement dans le domaine du minage, puis très vite on a switché pour opérer Cruxpool, qu'on a créé, fin 2018, d'abord en bêta fermée, puis à partir de mars 2019 en bêta ouverte et donc Cruxpool, c'est une pool de minage de crypto-monnaies. Donc initialement, on était présent sur Ethereum, puis depuis The Merge, donc l'évolution d'Ethereum vers le Proof of Stake, on a switché complètement vers Bitcoin
Et là, on est en grande partie focus sur, enfin, quand je dis en grande partie à 100%, focus sur Bitcoin. Donc, si je résume, il y a Helium et Cruxpool, c'est la poule de minage. Cruxpool, c'est le produit, en fait. C'est Ah juste qu'on a un produit qui a pas le nom de la boîte, donc quelquefois, ça peut être un petit peu, ouais. pas forcément simple à comprendre, mais voilà, c'est juste le nom du produit. Cruxpool étant un produit de la société Ilium. Et pourquoi, tu as décidé de créer Cruxpool? Alors, initialement, je pense qu'il y a plusieurs réflexions à la base de Cruxpool. La 1re, quand j'ai commencé à miner, je trouve que les poules de minage, se ressemblaient toutes. En fait, il y avait pas beaucoup de distinction, et j'ai essayé de construire un produit qui se distingue, de ce qui se faisait à l'époque sur le marché en apportant, des choses nouvelles. Donc bon, ça a beaucoup évolué, hein, parce que maintenant c'est un projet qui a quand même un peu de bouteille, donc on est passé par différentes phases. Mais initialement, c'était vraiment ça l'objectif. C'est de se dire, à l'époque, c'était Ethermine, Nanopool et en fait, c'était des trucs, c'était toutes les mêmes en fait, les poules de minage, avec des UX qui étaient assez dégueulasses et je me suis dit: «Bon, il y a sans doute quelque chose à faire, du point de vue, UX, du point de vue design. Il y a sans doute quelque chose à faire aussi du point de vue de la transparence et ce genre de choses» et donc on a créé Crocspool, avec cette idée en tête. OK. Et comment, fonctionne concrètement une poule de minage? Alors, c'est une question qui est assez technique en réalité, qui est passionnante. Donc concrètement, ce que fait une poule de minage, elle va, agréger la puissance de calcul de ses utilisateurs pour générer les blocs de la blockchain. Donc concrètement, un bloc, c'est ce qui contient les transactions, qui sont ajoutées à la blockchain en permanence, toutes les 10 minutes sur la blockchain du Bitcoin. Et en fait, il faut de la puissance de calcul dans le système de preuve de travail, de proof of work. Il faut de la puissance de calcul pour construire ces blocs-là et pour les générer. Alors, en réalité, derrière ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un système aléatoire, donc comme un jeu dans lequel chaque mineur va tirer des dés pour savoir s'il va être celui qui va être choisi pour générer le bloc. Et donc l'aléa fait qu'on a également une fonction financière, puisqu'on va rémunérer nos utilisateurs quotidiennement. Donc concrètement, on a une fonction technique où on va envoyer des données à tous les serveurs qui sont connectés à notre système pour leur dire: «Tu dois bosser sur ça, sur telle ou telle, réponse à tel ou tel algorithme». Donc ça, c'est pour la partie technique et puis la partie financière, on récupère les rewards qui sont associés à chaque bloc et on les redistribue à nos utilisateurs en prélevant un pourcentage et c'est notre business model, en fait. Et comment sont distribués, comment sont distribués les gains? C'est par, En fait, puissance de calcul? ouais, 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 les gains sont distribués de manière assez classique par la participation de chacun à la construction, à la création d'un bloc, donc en fonction de la puissance de calcul apportée, qui va se résumer en share, c'est-à-dire en nombre de réponses proposées par, tel ou tel worker ou tel utilisateur. OK. Et vous, de votre côté, vous ne minez pas? Vous avez juste créé une poule de minage et Alors, initialement, on minait. Donc au début, la société s'est construite autour du minage d'Ethereum, puis après on a miné du Bitcoin. On a eu, quelques centaines de machines, qui étaient d'ailleurs hébergées dans les locaux de Centrale Supélec à Metz. Donc c'était une aventure assez marrante et c'est aussi une aventure qui nous permet de bien comprendre nos partenaires et nos clients aujourd'hui. Donc c'est assez important, mais effectivement aujourd'hui, on n'a plus d'activité de minage. Il faut bien comprendre que c'est 2 activités qui sont assez différentes. Une poule de minage, c'est principalement des ingénieurs en informatique qui vont construire un produit software, et le maintenir, pour le proposer à nos utilisateurs. La partie minage, c'est beaucoup, des questions d'énergie, de refroidissement, de hardware, de site. Donc c'est vraiment des compétences qui sont différentes. Et on a fait le choix chez Ilium de développer principalement la partie software, donc la partie plateforme Cruxpool. OK. Et est-ce que vous avez des statistiques, pour savoir dans quel pays, mine du bitcoin, dans votre pool de minage? Ouais, 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 absolument. Alors, on a plus que des statistiques. Principalement, le bitcoin est un marché B2B.
Donc, on a des partenaires, donc quasiment 90% de la puissance de calcul qui est présente sur notre pool de minage, elle vient de partenaires qu'on a identifiés, avec qui on a des relations qui sont quand même assez fortes, qu'on a très régulièrement au téléphone. Donc, pour répondre à ta question, principalement en Amérique du Nord et même principalement aux États-Unis, un petit peu au Canada, en Islande également. Donc ça, c'est les 3 principales régions, d'où viennent la puissance de calcul, de Crocspool. Et après, on va avoir une répartition un peu plus diffuse sur les 10 restants, qui va se situer globalement en Europe et un petit peu au Moyen-Orient également. C'est qui vos partenaires? Alors nos partenaires, je vais peut-être pas tous les citer, mais on en a principalement, on a par exemple Ordina Mining, qui est dirigé par Arthur Corral. Donc ça, c'est l'un de nos grands partenaires qui est très présent aux États-Unis, qui fait principalement de la maintenance de sites, mais bon, leur activité a un périmètre quand même plus large que ça. On va avoir un autre partenaire qui s'appelle Start Mining. Je crois que tu connais, Samy, tu l'as interviewé en podcast. Donc ça, c'est un partenaire qui est très ancien puisqu'on bossait avec lui déjà sur Ethereum. Et puis, on a eu la chance de travailler aussi également sur son projet de token start, de tokenisation du hash rate, un projet passionnant. On travaille aussi avec Blob. Florent et Julien sont des amis et on travaille avec eux dans leur projet de développement qui est super intéressant également. Et puis après, on a d'autres partenaires, j'espère n'oublier personne, mais voilà pour les principaux. Et puis, bien évidemment, comme on est une boîte, ben, on en développe via de la prospection d'autres. Mmh. Et comment vous réussissez à gérer les différents pools de minage? Parce que je crois que chez Cruxpool, vous ne minez pas du Bitcoin, mais d'autres crypto-monnaies. Alors, on est principalement présent, comme je l'ai dit, sur Bitcoin. En fait, les autres crypto-monnaies qui existent sur la plateforme sont plutôt des cryptos qu'on a conservés suite à The Merge. The Merge a eu l'effet d'un Big Bang hein, quand même dans le mining en GPU, c'est-à-dire en carte graphique. Initialement, Ethereum et Bitcoin avaient une production journalière en équivalent fiat, c'est-à-dire en euros, qui était un peu équivalente, hein, donc c'était vraiment 2 très, très gros marchés. Ethereum a abandonné le minage pour passer au proof of stake. Du coup, ça a fait exploser le marché, du minage par carte graphique et aujourd'hui, il reste quelques coins qui se minent par carte graphique, mais plus beaucoup. Et en fait, c'était des coins qu'on avait développés à l'époque pour accompagner nos partenaires qui avaient des activités qui allaient au-delà d'Ethereum et qu'on a choisi de conserver aujourd'hui, soit parce qu'on croit dans le projet, comme Flux, par exemple, soit parce que c'est demandé par nos partenaires qui ont des activités encore sur Ergo, sur le TC, etc. Mais notre activité aujourd'hui, c'est Bitcoin. C'est là où il y a la majorité du volume qui est fait par les mineurs de crypto-monnaies. Et nous, étant donné que notre business model, c'est traiter des gros volumes et prendre un pourcentage extrêmement faible sur ces gros volumes, on est quand même obligé de se porter sur des cryptos qui ont un volume qui est significatif. Et sur le GPU mining, il n'y en a quasiment plus. Donc, voilà. Et chez Cruxpool, est-ce que vous avez une répartition, vous savez, hein, le pourcentage de reward qu'ont les différentes cryptos? Par exemple, Bitcoin génère 90% des revenus de l'entreprise. Ah, c'est même 98% maintenant, peut-être pas, j'en rajoute, c'est entre 90 et 95%, je dirais. Ok, J'ai pas le chiffre en tête. ouais. Ok, mais je vois la répartition. Ouais. Voilà, c'est Bitcoin à fond, quoi. Et vous avez uniquement une pool de minage dans Bitcoin ou vous en avez plusieurs? Non, on a une seule pool de minage. Il faut bien comprendre que, en fait, les pools de minage, c'est toujours une seule pool de minage et on a tout intérêt à concentrer la puissance de calcul sur une seule pool de minage. Et c'est quoi les risques d'une pool de minage? C'est quoi les est-ce qu'il existe des risques à ça? Alors, il y a des risques financiers, effectivement, dus au fait que la génération de blocs est aléatoire, mais qui peuvent être mitigés via des systèmes que nous, on a construits et des partenariats qu'on a fait avec des acteurs du marché. Il y a des risques techniques.
bien entendu, hein, il faut quand même, construire un système qui est robuste. Il y a des risques de hacking, évidemment, puisqu'on manipule, des sommes qui ne sont pas négligeables tous les jours, puisqu'on a des paiements quotidiens à nos utilisateurs. Et puis après, il y a tous les risques inhérents à la création d'une société, hein, donc là, le risque entrepreneurial, le risque humain, faut trouver les bonnes personnes, faut trouver les bons talents, faut les garder, c'est pas facile. Faut fédérer les gens autour de notre projet. Le risque commercial, bien évidemment, il faut des clients, il faut des partenaires, des gens qui ont envie de bosser avec vous et à qui on va offrir, en fait, toute une gamme de services qui répondent à leurs besoins, donc il faut être à leur écoute. Et puis il faut essayer d'avancer vite. Le risque technique aussi, hein, parce qu'au-delà du run, c'est-à-dire de la gestion de la poule de minage en tant que telle, on construit des logiciels qui répondent aux besoins de nos clients et quelquefois on ne les construit pas assez vite. Donc il faut aussi, être suffisamment vif pour pouvoir être les premiers à se positionner sur, tel ou tel besoin, avec quand même des concurrents qui existent et qui peuvent être sur les mêmes créneaux que nous. Donc un risque de concurrent plus rapide et plus efficace. Et j'ai une question qui me vient en tête. Est-ce qu'une pool de minage, c'est décentralisé? C'est-à-dire que, imaginons, dans un monde, dans un mauvais moment, Cruxpool fait faillite. Est-ce que la pool de minage est, Alors, c'est une très bonne question. La pool de minage, par principe, n'est pas décentralisée, donc ça correspond vraiment à un exchange centralisé. Par contre, les flux sont quotidiens, donc le risque, inhérent à cette centralisation, il est faible, dans le sens où en fait, l'argent ne fait que transiter pendant généralement 24-48 heures par nos comptes, puisqu'on va tout de suite redistribuer les rewards à nos clients et généralement, on le fait quotidiennement. Donc ce risque, il est quand même, géré de ce point de vue-là. Après, on a une décentralisation technique quand même qu'il faut souligner, c'est-à-dire qu'on a des stacks, des serveurs qui sont présentes en Europe, aux États-Unis et dans différents endroits aux États-Unis. Donc on n'est pas dépendant d'un seul provider comme OVH ou Scaleway ou autres providers, qu'on utilise. Hem, donc de ce point de vue-là, il y a une certaine décentralisation, mais voilà, la réponse courte, c'est, effectivement, on est une structure centralisée par définition. OK. Et vous êtes combien, dans votre équipe? On est une quinzaine. OK. Et je voulais aussi savoir, c'est quoi les étapes pour intégrer une pool de minage? En fait, les étapes sont assez simples. Elles se situent au branchement de la machine. Donc nos clients, en fait, vont avoir des processus qui sont, principalement des processus industriels. C'est-à-dire que quand ils veulent développer un site, je me permets d'élargir un petit peu le périmètre de la question, ça permet d'expliquer aux auditeurs comment ça se passe. Donc, d'une manière générale, nos clients vont développer des sites. Donc, ils vont se porter acquéreurs de sites ou alors faire du leasing sur des sites avec un coût d'électricité qui est généralement faible. Ensuite, ils vont électrifier le site, donc ils vont le structurer de telle manière à ce qu'on puisse installer du matériel de minage, généralement en container, mais pas forcément, c'est pas forcément le cas tout le temps. Et en fait, le choix de la poule de minage va se situer vraiment à la toute fin de ce processus. Généralement, il s'est passé plusieurs mois entre la signature du deal, les travaux, l'arrivée des containers, l'arrivée des machines, l'installation, les branchements et puis à la fin, on se retrouve devant un firmware ASIC, et dans ce firmware ASIC, en fait, il faut, indiquer vers où on envoie la puissance de calcul. Et c'est là que la poule de minage va intervenir, qui est un must have, hein, dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mineurs indépendants qui minent en solo, ils minent tous par des poules de minage. Et donc, ils vont inscrire, ils vont indiquer dans le firmware vers quelle poule de minage ils veulent diriger leur puissance de calcul. Et est-ce qu'un particulier peut intégrer, la pool, de minage, Cruxpool? Ouais, 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 bien sûr. Alors les particuliers, c'était une bonne partie de nos clients sur Ethereum et sur le GPU mining. Par contre, sur le Bitcoin, la problématique, elle est plus complexe. En fait, le Bitcoin est un marché, professionnel, très compétitif. Le point clé pour les mineurs va être d'avoir accès à des coûts d'énergie qui sont faibles, qui sont introuvables en France. Donc c'est des coûts vraiment qui sont, pas du tout, comparables à ceux qu'on peut trouver en Europe actuellement. Donc un particulier sur le Bitcoin va avoir énormément de difficultés à se positionner en tant que mineur,
sauf s'il a un espèce de passe-droit ou un accès vraiment à un site avec des coûts d'énergie défiant toute concurrence. Et ça, c'est extrêmement rare en France et d'une manière générale en Europe. On a le cas quand même, hein, sur des barrages hydrauliques, en Scandinavie, par exemple, en Europe de l'Est ou sur des schémas un peu particuliers. Mais pour répondre à ta question, c'est quand même très compliqué à l'heure actuelle pour un particulier en direct de venir sur la poule de minage. Il y vient généralement par des intermédiaires et ces intermédiaires sont les partenaires dont je t'ai parlé un petit peu plus tôt, qui eux vont avoir des offres retail pour certains, c'est-à-dire auprès du grand public et qui permet au grand public de, miner des cryptomonnaies. OK. Et Cruxpool existe depuis 2017. Est-ce que tu as pu voir une certaine évolution, un changement de localisation des mineurs? Par exemple, il y a eu une interdiction en Chine et du coup, ils se sont déplacés. Est-ce que tu as pu voir ça, sur Ouais. Cruxpool? Oui, oui, ça a été un phénomène qui a été même très, très massif. Les chiffres d'ailleurs sont assez éloquents, hein, puisque avant 2021, donc avant le ban chinois, au printemps 2021, 60 des bitcoins produits étaient produits en Chine. Aujourd'hui, ce pourcentage est résiduel, il représente quelques points de pourcentage, on n'a pas de chiffre exact. Et depuis, en fait, le pays qui a émergé comme étant le principal producteur de bitcoin, c'est les États-Unis, qui représentent maintenant, à peu près 33-35 de la production bitcoin mondiale. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont de l'énergie qui est pas chère, ils ont un marché qui est très structuré, et ils ont de l'énergie en surplus également, parce que c'est un très gros, producteur de pétrole, mais pas que. Ils sont aussi présents sur toute la gamme, de production d'énergie au-delà, des énergies, non renouvelables. Il faut savoir que le bitcoin, par ailleurs, est produit principalement via des énergies renouvelables. Donc on a vu quand même un switch assez massif, nous, lors du ban en 2021, avec des clients, des partenaires qui ont dû sortir leurs machines de Chine pour aller les installer, d'une manière générale, en Europe ou en Amérique du Nord. Et effectivement, ça a été un phénomène quand même, particulièrement frappant. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vois un changement de localisation où, ça se centralise de plus en plus vers les États-Unis? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui émergent? Alors, l'Islande tient une place quand même assez, décisive, hein, en tout cas en ce qui concerne nos partenaires. On voit bien que ça reste une place importante, parce qu'ils ont également de l'énergie pas chère grâce à la géothermie. Globalement, c'est une île, qui est volcanique avec des volcans qui sont en activité, donc qui dégagent de la chaleur et la géothermie consiste à transformer cette chaleur en énergie, qui est un processus finalement assez simple en termes de production d'énergie. Donc c'est effectivement assez attractif. Ceci dit, les États-Unis, ça reste vraiment, la terre de développement du minage à l'heure actuelle, on le voit bien et même plus particulièrement au Texas, qui concentre, je crois, près de 10 de la production de bitcoin, aujourd'hui, voire même un peu plus. Donc c'est assez massif, les projets de développement de minage, aux États-Unis, et plus particulièrement au Texas en ce moment. Et est-ce que tu sais quel type d'énergie est utilisé pour miner du bitcoin? Est-ce que c'est Alors de mes l'énergie partenaires, oui, ils utilisent à 100 de l'énergie renouvelable. OK. Après, dans l'énergie renouvelable, on peut mettre différentes choses, mais globalement, nous, nos partenaires utilisent à 100 de l'énergie, renouvelable, principalement parce que c'est beaucoup moins cher. Après, sur la totalité du minage bitcoin, je crois que j'avais lu une étude, récemment qui disait qu'il y a 60-70 de la production de bitcoin qui est faite sur de l'énergie renouvelable. Et c'est une dynamique qui s'intensifie avec le temps. Étant donné le contexte actuel et les critiques qu'on peut entendre à l'égard de Bitcoin sur ce sujet-là, je pense qu'il y a aussi une volonté des mineurs de tordre le cou à cette espèce de croyance, qui continue à persister que, le minage de Bitcoin est quelque chose de vraiment, impropre. Or, c'est pas du tout le cas. Moi, je n'ai jamais rencontré dans toute ma carrière de, méchants, mineurs qui minent sur du charbon, pour faire de l'argent. En fait, c'est pas du tout ça. Faut bien comprendre que le minage de cryptomonnaies, désormais, a réussi à trouver sa place dans l'écosystème, de la production d'énergie, slash consommation d'énergie, puisque c'est une activité qui est particulièrement stable. Donc la consommation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
est toujours la même, ce qui est un cas quasiment unique parce que même les data centers de Google ne sont pas sur des niveaux aussi stables de consommation d'énergie. Il faut bien comprendre que quand on construit une grid, pour stabiliser en fait la production d'énergie et pouvoir l'amener aux consommateurs, il est extrêmement important d'avoir des consommateurs professionnels qui sont en capacité d'absorber une partie de l'énergie de manière complètement stable. Et donc les mineurs viennent quand même, gérer des problématiques de ce type-là, sans parler des problématiques d'excès de production d'énergie, qui est le cas, dans certaines régions comme, le Québec, qui a une offre, Hydro-Québec a une offre spécifique pour les mineurs de crypto-monnaies parce que leur problématique au printemps, c'est l'excès de production d'énergie qui ne trouve pas acheteur. Et le minage de crypto-monnaies permet également de sécuriser, et de donner une visibilité financière pour la construction de certains projets dans les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, notamment éolien et solaire, ont quand même une grande problématique, c'est leur inconstance. C'est-à-dire que, produire de l'énergie en journée pour la consommer la nuit, on sait faire. Produire de l'énergie, en journée N pour la consommer N+2, on sait déjà beaucoup moins faire, et produire de l'énergie en été pour la consommer en hiver, on ne sait pas faire avec de l'énergie renouvelable. Et donc là, on est face à une problématique, et donc quand on construit une ferme éolienne ou une ferme, énergie solaire, on est confronté à une problématique de financement, parce qu'il faut qu'on ait des partenaires financiers et de visibilité financière. Et donc, le minage de crypto-monnaies, on s'installe à côté avec des containers, on vient absorber l'énergie jusqu'à ce que d'autres acteurs viennent se positionner ou que le mix énergétique permet une proposition constante en termes d'énergie. Et donc, encore une fois, là, le minage a vraiment trouvé sa place dans cet écosystème et on est vraiment sur un puzzle qui s'est assemblé et une entraide assez nette. Et ça, c'est une évolution quand même assez majeure de ces 5 dernières années. Mmh. Dans aussi, bah, c'est en lien avec ta réponse. Dans quelques mois, dans quelques semaines même, il y a le halving. Il y aura moins de bitcoin créés. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Est-ce que vous allez être impacté? Comment ça se passe le halving pour les mineurs, et même les poules de minage? Alors, on va effectivement être très impacté. Les mineurs vont l'être de manière directe, et sans appel, c'est-à-dire que globalement, leur production va diminuer de moitié, en fonction de l'ajustement du niveau de difficulté du réseau, mais qui est, traditionnellement assez faible en réalité. Donc globalement, il y a une division par 2, hein, de la rentabilité. Autrement dit, si on a, une machine qui est à peine rentable aujourd'hui, après le halving, elle sera plus rentable. Donc pour les mineurs de crypto-monnaies, ça leur impose, ça nous impose en fait d'aller chercher les machines les plus efficientes. C'est-à-dire qu'on le ratio watts consommés, production de terahash le plus efficace du marché. Donc c'est généralement des S21 de Bitmain qui vont produire un terahash avec 17,5 watts à peu près. Faut savoir que cette efficience énergétique, il y a un énorme effort qui a été fait ces 5 dernières années sur le sujet, puisqu'il y a encore 5 ans, on était sur des niveaux de 100 watts par terahash. Maintenant, on est à 17-18, donc c'est particulièrement significatif. Et donc, ça va avoir un impact direct sur les mineurs et la pool de minage, ben, évidemment aussi, puisque nos clients vont être impactés, donc nous aussi. De manière un petit peu plus diffuse quand même, un peu moins directe, dans le sens où nous, ce qu'on va devoir faire, c'est augmenter notre puissance de calcul présente sur la pool de minage pour générer, des volumes équivalents et donc des revenus nets équivalents. OK. Et est-ce que le halving va un peu redonner les cartes à tous, étant donné qu'il y aura moins de bitcoin créés? Est-ce qu'il y aura il y aura des gros acteurs qui auront moins la centralisation entre guillemets? Non, ça, j'y crois pas du tout. Je pense que ça va être plutôt le contraire. En réalité, ce que le halving va faire dans le domaine du minage, c'est vraiment pousser à, avoir les machines les plus efficaces, les plus performantes et avoir les coûts d'énergie les plus faibles possibles. Donc on a, vraiment un niveau de compétition qui est déjà très important aujourd'hui et qui va s'amplifier.
Donc ça va être plutôt un avantage, aux acteurs déjà installés qui sont en capacité d'anticiper cette étape-là et qui l'ont déjà fait en installant des machines qui sont halving resistant, qui globalement continueront à être rentables même après le halving. Par contre, les petits acteurs qui n'ont pas les reins solides vont traverser cette période sans doute avec plus de difficultés. Donc je ne pense pas que ça va être un grand moment où, les cartes, vont être rebattues. Je pense qu'au contraire, ça va plutôt amplifier l'avantage aux gros acteurs, ce qui est pas génial parce qu'on est tous, très comment dire? Très particulièrement sensibles, à la décentralisation et à ce genre, d'éléments un peu fondamentaux de la blockchain et notamment de celle du bitcoin. Néanmoins, là, en l'occurrence, le halving, c'est pas comme on est sur un marché d'industriels, c'est ceux qui ont la main qui vont sortir gagnants. Et comment tu vois l'avenir du minage? Est-ce que tu vois, plus du coup moins d'acteurs et plus centralisé? Alors déjà, je pense que l'avenir du minage, il va se faire de plus en plus en intégrant cet écosystème production d'énergie, consommation d'énergie, industrie. Donc on a déjà un grand parcours de professionnalisation de cette activité qui est maintenant quasiment achevé, mais qui va s'amplifier, sans doute avec vraiment des projets qui vont être de plus en plus gros. Après, je pense que, l'efficience des machines va continuer à augmenter, donc il y a une course vraiment à l'efficacité des machines. Les acteurs vont continuer à se professionnaliser et à être de plus en plus efficaces. Le retail va enfin le grand public va devoir forcément passer par des intermédiaires pour pouvoir avoir accès à ce marché. Par contre, ce que je perçois très clairement, c'est que le minage devient, un investissement en tant que tel particulièrement, prisé, des institutions financières, des investisseurs et ce n'était pas le cas il y a 3 ou 5 ans. C'est-à-dire que c'était il y a 3 ou 5 ans, on parlait beaucoup des ICO, on parlait de l'avenir de la blockchain, c'était, la DeFi et cetera et cetera. Et là, on retrouve un engouement pour le minage parce qu'en fait, l'investissement que le minage représente est extrêmement attractif, extrêmement intéressant et que par ailleurs, il s'est profondément industrialisé, donc il trouve, sa place dans l'écosystème industriel énergétique et donc, on a une vraie valeur à ces projets. Alors qu'avant, c'était des projets minage, rentabilité, et cetera. Là, on a des projets également de minage qui viennent épauler la construction de fermes énergétiques, renouvelables, et cetera, et cetera. Donc, on a vraiment un écosystème beaucoup plus dense qui se construit au fur et à mesure du temps et donc le minage, pour moi, il va plutôt s'orienter dans cette direction. OK. Et à travers cette évolution, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez, continuer, la poule de minage? Est-ce que vous allez vous adapter? Alors oui, oui, on va continuer la poule de minage. C'est notre, focus, à 100 aujourd'hui, minage Bitcoin. On va grossir. Donc notre thèse, nous, c'est déjà développer un ensemble d'outils logiciels qui répondent aux besoins de nos partenaires et qui leur permet de gérer leur ferme de minage directement. Et on leur offre ces outils logiciels gratuitement en échange du positionnement de la puissance de calcul chez nous. Et là, on est en train de construire en fait tous ces outils software. Ils se densifient et s'étoffent et dans les mois qui viennent, on ajoute fonctionnalité après fonctionnalité et ça permet vraiment à nos utilisateurs de se passer des grands outils qui existent à l'heure actuelle sur le marché, qui sont un peu des incontournables quand on est un industriel du minage, parce qu'on doit gérer des centaines, des milliers de machines et qu'on a besoin d'outils pour faire ça. Donc ça, c'est un peu notre point de focus. Par ailleurs, on n'est pas opposé à, rentrer un peu plus, à mettre un pied un peu plus, décisif sur, des projets de minage directement aux États-Unis. Mais ça va dépendre des opportunités, et ça permettrait aussi de sécuriser de la puissance de calcul pour Croxpool également. Et est-ce que vous souhaitez vous diversifier aussi? Alors oui, on souhaite se diversifier, mais là, on est, avec le halving qui se prépare, on est quand même principalement focalisé sur le minage Bitcoin et sur la pool de minage Bitcoin. Donc des projets de diversification, on en a, bien évidemment. Par contre, je me garderai bien d'en parler, histoire de ne pas brouiller le message, qui est un message vraiment que je rabats depuis, 12 à 18 mois maintenant,
en interne comme en externe. Le minage Bitcoin, c'est notre focus actuellement. On veut construire un outil qui fait la différence pour nos clients, pour nos partenaires et qui va convaincre nos futurs prospects de venir chez nous parce qu'on croit vraiment dans cette stratégie-là et parce qu'on pense qu'effectivement le marché est en pleine croissance de manière assez significative et qu'il y a énormément de champs qui s'ouvrent à nous et qu'on veut en faire partie. Et Cruxpool, vous avez quelle part de marché en pourcentage, sur le minage de Bitcoin? Est-ce que vous avez, ça Très, bouge? très faible. On est à, alors faut bien comprendre que c'est un marché, où il va y avoir, 5 grandes poules de minage qui vont se partager, 80-85 du marché et puis après le reste, avec quelques dizaines d'acteurs dont on fait partie. Nous, on va être à 0,1 à peu près de part de marché, sur le réseau. OK. Et aussi j'avais une question, par rapport à Illium et à Cruxpool. Vous avez pu, créer cette entreprise en 2017 et développer, Cruxpool en 2018. Avec toutes ces évolutions, comment vous voyez, l'avenir de votre entreprise? Très bien, très positivement. Alors, comme je l'ai dit, hein, tout à l'heure, je le vois déjà en consolidant nos positions sur Bitcoin, en consolidant nos produits, en continuant à développer ces produits avec nos partenaires, répondre à leurs besoins, être à leur écoute, gratter des parts de marché, grappiller des parts de marché, aller chercher 0,5 de la puissance de calcul, 1 de la puissance de calcul et devenir un acteur de référence en Europe, parce qu'on en a, je pense, rudement besoin. Il faut bien comprendre que le bitcoin, pour moi, va devenir de plus en plus non seulement un outil d'investissement, mais également un outil d'échange de valeurs, qui va se généraliser pour les raisons que j'évoquais au début. C'est-à-dire que dans la philosophie, Bitcoin, Ethereum et toutes les crypto-monnaies ont un atout maître par rapport au dollar et à l'euro, c'est qu'on est focalisé sur l'usage qu'on en fait. On est focalisé sur toi et moi, comment on utilise la monnaie, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des gens qui utilisent cette monnaie. Là où, globalement, l'euro et le dollar va être principalement focalisé sur la solvabilité des États qui les soutiennent, puis après, éventuellement, sur l'utilisation qu'on en fait. Du coup, les crypto-monnaies ont un vrai avantage. Donc moi, je veux continuer à faire partie de cette révolution et je veux en faire partie en ayant une position consolidée sur Bitcoin. Donc, ce qu'il faut, c'est grossir sur Bitcoin, aller chercher des prospects, être à leur écoute, développer avec eux les outils dont ils ont besoin et puis, se diversifier éventuellement. Mais ça sera sans doute une histoire qu'on écrira un petit peu plus tard. Et tu as parlé de plus ou moins de l'avenir de Bitcoin et comment concrètement tu vois l'avenir de Bitcoin et des crypto-monnaies? Alors je pense que l'avenir va être radieux en fait, donc je répète, hein, ce que je viens de dire, mais je pense qu'effectivement, en termes techniquement parlant et intellectuellement, les cryptomonnaies ont un avantage majeur vis-à-vis des grandes, monnaies qui existent aujourd'hui et cet avantage, il se fait de plus en plus sentir avec toutes les utilisations et les révolutions qu'on a pu voir ces dernières années, ICO, DeFi, NFT, et cetera, j'en passe et des meilleurs. Il y en a eu beaucoup, il y en aura encore beaucoup et en fait, même si, ces révolutions peuvent sembler anecdotiques pour certaines, comme les NFT, elles sont aussi beaucoup plus structurantes comme la DeFi, et je pense que progressivement, en fait, les cryptomonnaies vont trouver leur place dans l'écosystème financier, puisque c'est un système financier complet qui est accessible via une simple connexion internet. On n'a pas besoin de banque centrale, on n'a pas besoin de banque, on n'a pas besoin d'intermédiaire. En fait, tu as une connexion internet et directement tu as accès à cet écosystème qui est complet. Et donc je pense que c'est un atout majeur qui va continuer à, accentuer son avantage, à travailler sur cet avantage pour convaincre de plus en plus d'utilisateurs. On voit que la courbe d'adoption des cryptomonnaies est quand même extrêmement, importante. Je crois qu'il y a, 400 000 500 000 d'utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde aujourd'hui, et moi je suis convaincu qu'on arrivera, dans un monde d'ici, quelques années où 1 000 000 2 000 000 3 000 000 de personnes vont utiliser des cryptomonnaies. Surtout que, bien évidemment, on résout grâce aux cryptomonnaies des problèmes majeurs. Je sais bien qu'en Europe, on a la chance de vivre, avec l'euro et donc c'est une mauvaise table, donc on s'en rend un petit peu moins compte. Mais si on va regarder ce qui se passe dans des pays comme l'Argentine, comme la Turquie,
ou d'autres pays qui n'ont pas la chance de vivre avec des monnaies stables, où les monnaies sont quand même particulièrement victimes des politiques économiques menées par leur pays, eh bien, les utilisateurs de crypto-monnaies sont extrêmement nombreux et sont extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la philosophie, on est vraiment dans du pur pragmatisme, hein. On va essayer de gérer l'inflation en transformant ces actifs en crypto-monnaie. On va les utiliser pour aller payer parce que c'est beaucoup plus pratique qu'utiliser des billets qui ont une valeur un jour et qui ont moins de valeur l'autre jour. Tout ça parce qu'il y a des gens à la tête des banques centrales ou des ministères de l'économie qui ont des orientations économiques qui ne sont pas pertinentes pour la population. Je pense qu'on a le même point de vue. On voit tous un peu, on voit tous que pour l'avenir des crypto-monnaies, un avenir radieux et optimiste. Et je me disais, selon toi, c'est quoi les risques pour notre écosystème? Est-ce que c'est des risques réglementaires? Est-ce que... Ouais, ouais, c'est le premier que j'allais citer, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est un risque, une chance, une opportunité, c'est un peu tout en même temps. Mais le risque, il est quand même important dans le sens où, on a des gens qui vont réglementer cet écosystème sans vraiment le comprendre. C'est ce qu'on voit actuellement et qui vont le contraindre, empêcher l'innovation de se développer, et pousser peut-être cette innovation à se faire dans des États, plus friendly, différents et donc on va perdre la main sur cette innovation et ça, pour moi, c'est un problème qui est grave, sur lequel il faut être très attentif. Il faut de la réglementation, c'est une évidence, il faut protéger le consommateur. Mais trop le protéger, c'est déjà lui retirer l'intelligence de se dire: «Ça pue ce truc, donc j'y vais pas». À un moment, c'est aussi les gens qui doivent être en responsabilité pour regarder dans quel projet ils vont investir et cetera et cetera. Donc bien évidemment, il faut les protéger au maximum, mais on ne peut pas les surprotéger comme on a tendance à le faire en Europe. Donc il faut faire très attention à ça. Donc moi, je mettrais le risque réglementaire en numéro un. Et on voit bien que les États, comment dire, sont très ambivalents, dans l'appréhension de cette problématique puisqu'on ne veut pas étouffer l'innovation, on ne veut pas étouffer l'activité économique, les emplois que ça génère. Donc c'est principalement le cas aux États-Unis, peut-être un petit peu moins en Europe, mais on essaie d'être sur cette ligne. Et puis d'un autre côté, on voit bien que ça reste quand même une menace pour les monnaies, classiques, dollars, euros et autres et que du coup, est-ce qu'on a envie de voir ça émerger? Et surtout le bitcoin échappe à tout contrôle étatique et donc bien évidemment, les États n'ont pas forcément envie de voir ça émerger, tout en étant et en constatant que ça a un bénéfice économique, et en termes d'emploi qui est significatif. On rajoute par-dessus ça la démocratie où on a des gens qui, vont et viennent et qui ont des avis divergents, pendant 5 ans et puis un autre qui vient, 5 ans après et il a peut-être un autre avis. Du coup, ça crée une forme d'instabilité qui est difficile pour les acteurs du marché, difficile à appréhender. Et nous, ce qu'on souhaiterait, je pense, c'est un environnement lisible avec une vraie visibilité sur, la partie, compliance qui va s'appliquer dans les années qui viennent. C'est vrai que bon, côté français et côté européen, il y a du chemin à faire avant qu'on l'ait cette visibilité. Hmm. Et je me disais aussi, j'ai l'impression que en Chine, l'adoption et l'innovation des crypto-monnaies est assez faible. Et les Européens sont en train de s'inspirer, notamment avec les CBDC de la Chine. Est-ce que tu penses que ils sont capables de, de nous freiner jusqu'au point où on peut plus innover? Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors oui, tout est possible, donc je pense qu'il faut exclure aucun scénario. Par contre, je pense et j'espère qu'on aura des gens qui vont, légiférer, qui seront suffisamment intelligents pour comprendre quelle révolution on est en train de porter. C'est une révolution qui, pour moi, qui ne peut pas être brisée, qui ne peut pas être arrêtée, puisque si on essaie d'étouffer l'innovation à un endroit, elle renaîtra à un autre endroit qui sera plus friendly et donc c'est dans l'intérêt de l'Europe que l'écosystème crypto se développe beaucoup en Europe, parce que c'est l'avenir, je pense, de la monnaie. C'est une partie de l'avenir de la technologie. Donc on a, je pense, plein de segments technologiques qui sont en train de se construire aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les cryptos, et cetera, et cetera. Mais le domaine des cryptos en fait réellement partie. Il apporte des innovations d'usage
qui sont révolutionnaires. Donc je pense que c'est dans l'intérêt de l'Europe de ne pas étouffer cette innovation. Par contre, est-ce qu'il y a un risque que les législateurs soient hermétiques à cet argument et qu'à un moment, ils partent bille en tête sur des lois qui vont complètement étouffer l'innovation? Évidemment que ce risque, il existe et j'espère que les gens qui peuvent influer sur ces décisions, qui peuvent porter la voix des cryptos, vont le faire de manière suffisamment audible et j'en doute pas un seul instant, pour influer un petit peu sur ce qui va se produire côté France et côté Europe. Et tu penses, la France et l'Europe peuvent jouer quel rôle dans la crypto? Bah, un rôle majeur si elles s'en donnent les moyens. Mais encore une fois, la compliance, c'est un gros risque. C'est-à-dire qu'en voulant trop, protéger l'individu, on étouffe l'innovation. L'innovation s'en va aux États-Unis, à Dubaï, à Singapour et cetera. Et du coup, ces business-là, ils nous échappent et donc en fait, c'est toute l'infrastructure qu'on est en train de construire autour des cryptos qui va nous échapper. Donc là, l'Europe, je pense, c'est un tournant. Quel rôle elle veut jouer? Est-ce qu'elle veut jouer le rôle du grand orchestrateur de la réglementation mondiale en étant extrêmement poussif, en mode bon, bah, moi, je mets le curseur extrêmement haut, comme ça tout le monde va me prendre comme dénominateur commun. Je pense que ça ne sera pas le cas dans le domaine des cryptos, donc c'est un énorme risque. Ou alors est-ce qu'elle veut jouer un rôle constructif en essayant de construire une législation un peu plus équilibrée avec les acteurs. Sur mon segment en particulier, le minage, l'Europe est totalement absente. Alors je dis totalement, c'est peut-être un peu fort. On a pas mal d'acteurs européens qui sont dans le secteur, mais en fait, ils développent leur activité généralement ailleurs. C'est le cas, nous, on accompagne beaucoup les partenaires que j'ai cités sont des partenaires français qui ont des activités en Islande, aux États-Unis. Donc ils vont ailleurs et le minage, c'est vrai, est très compliqué en Europe parce que notre énergie est pas du tout bon marché, contrairement à celle, qu'on peut avoir aux États-Unis. OK. Et il y a quelques semaines, il y a eu l'annonce des ETF, Bitcoin. Quel impact ça a eu, chez vous, sur vos activités? Alors je pense le même que pour tout le monde. Les ETF, principalement ont eu un impact, financier, c'est-à-dire qu'on a vu le cours du bitcoin, exploser ces dernières semaines, ces derniers mois et je pense que c'est principalement lié, à la réussite de ces ETF et au constat, sans appel, que désormais bitcoin fait partie des grands outils d'investissement pour, les grandes plateformes financières, que ça soit, enfin tous les professionnels de l'investissement ont désormais un œil sur les cryptos, comme ils ont un œil sur les matières premières, comme ils ont un œil sur la bourse et comme ils ont un œil sur, les bons, au trésor, en Europe et aux États-Unis. Et donc c'est devenu désormais, c'est rentré dans la norme, et maintenant les acteurs de la finance, bah, regardent les cryptos comme un investissement pertinent, efficace et ils sont sortis du registre, c'est anecdotique, alternatif, et c'est super risqué. Et donc ça, c'est une super bonne nouvelle et je pense que les ETF Bitcoin ont acté cet état de fait, et donc ça a eu un effet extrêmement positif puisqu'on a vu, le cours du bitcoin exploser et aller tomber son ATH, il y a quelques semaines. Alors principalement, ça a eu cet impact pour nous, parce que bien évidemment notre business, il est lié aussi au cours du bitcoin. Nous, on fait des volumes mensuels, journaliers et ces volumes, on va, donner un équivalent en fiat de ce que ça représente et le pourcentage qu'on prend, bah, forcément, si ça représente 0,1 ou 1 bitcoin, bah, si ce bitcoin est à 60 000 bah, c'est beaucoup mieux que quand il était à 30 000, ça c'est certain et donc notre business en ressort plus profitable. Mmh. Et il y a un peu plus d'un an, le bitcoin tournait, autour de 16 000, 20 000. Comment vous étiez impacté? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là chez vous? Ben, en fait, il y a un an déjà, nous, on était en plein switch puisque, The Merge a eu lieu en septembre 2022. On a passé quelques mois, on n'avait pas prévu que le marché GPU mining explose littéralement et donc on a lancé, la pool Bitcoin, réellement au mois de décembre 2022 après quelques mois de travail et de tergiversation et donc il y a un an, on était encore dans le tâtonnement de notre business model et c'est vrai qu'avec un Bitcoin à 20 000 c'était d'autant plus difficile puisque nos volumes en équivalent fiat étaient faibles, et que par ailleurs, ça suscite moins d'enthousiasme. C'est-à-dire que nos partenaires, nos clients
avaient plus de difficultés eux-mêmes à se développer. Là, ce qu'on perçoit aujourd'hui, désormais, c'est un engouement quand même assez significatif sur toutes les composantes du domaine de la crypto et notamment le minage. Et donc tout est plus facile, en bull run, tout est plus facile, quoi. Mmh. Je pense qu'on a fait un peu le tour et avant qu'on termine, est-ce que tu as des conseils ou un mot à dire à ceux qui nous écoutent? Faut croire en les cryptos, faut continuer à les porter, à les défendre, à développer des projets dessus, à garder son enthousiasme. Je sais qu'on est en bull run, donc l'enthousiasme, il est là. Ce qui est important aussi, c'est de le garder quand on est en bear market, ne pas l'oublier, parce qu'en fait, ces cycles-là, moi, je les connais depuis des années. Ça monte, ça descend, mais quand ça descend, c'est là où les projets les plus géniaux peuvent se construire également. Donc faut pas l'oublier. Faut pas oublier non plus que les cryptos sont là pour rester et que c'est désormais pour moi quelque chose qui est incontournable et qui va le rester et ça va s'amplifier et après peut-être un message un peu plus perso, sur l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre, monter des projets. Je sais que c'est difficile de les faire réussir, mais c'est tellement gratifiant également de pouvoir fédérer des équipes autour d'un projet que j'encouragerai toujours tout le monde, qui a une idée en tête à essayer de la concrétiser. Et est-ce qu'en lançant, Helium, est-ce que tu as eu, le même enthousiasme qu'aujourd'hui? Est-ce que en 2017 tu doutais des cryptos ou tu étais certain de cet avenir? J'étais déjà bien certain. J'étais déjà bien certain, donc mon enthousiasme, il a pas du tout diminué, bien au contraire. Je suis convaincu d'avoir fait le bon choix. On passe par des périodes qui sont plus ou moins difficiles dans une vie entrepreneuriale et donc il faut savoir les surmonter, mais c'est aussi une école de la vie. C'est aussi comme ça qu'on devient, plus malin, plus fort, plus solide. Donc c'est quand même passionnant, à faire. Donc je conserve tout mon enthousiasme du début. Hem, Par contre, j'ai acquis de l'expérience, donc ça me permet d'être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus clair sur la marche à suivre et la stratégie qu'il faut mener à bien. Très bien et dernière petite question, est-ce que tu as des invités à conseiller pour un prochain épisode? Écoute, tu pourrais inviter, Arthur Corral, d'Ordina Mining, qui est un acteur qui se développe beaucoup, aux États-Unis, en ce moment. Voilà, mais j'en ai d'autres en tête, si tu veux. Très bien. Bon, bah, ça marche. Merci beaucoup Julien. C'était De un rien. plaisir de t'avoir aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager, cette vidéo. À bientôt. À bientôt, merci à toi. Bah, hop.